dans ce court-métrage, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments de, de réalisation, de scénario, mais aussi au niveau du projet, ce que les deux réalisateurs ont voulu faire, Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Peut-être vous avez déjà eu l'occasion de voir d'autres de leurs courts-métrages. Il y a La République des Enchanteurs, il y avait Chien Bleu aussi, où on retrouve des thématiques communes du groupe, de la vie dans une cité. C'est des réalisateurs qui ont une démarche qui est vraiment très intéressante et qui proposent à chaque fois des courts-métrages de grande qualité, je trouve. Alors celui-ci, en fait, il date de 2015. Fanny Liattard et Jérémy Trouille, ils sont amis depuis très longtemps, depuis leurs études à Sciences Po. Et en tout cas, pour la dernière année, ils sont partis faire un projet chacun en Amérique du Sud. Et leur thématique à eux, c'était au niveau des problématiques urbaines. Ils s'intéressaient aux grandes villes en mutation. Et du coup, ils ont des amis architectes qui les sollicitent quand ils sont de retour à Paris après cette année en Amérique du Sud et qui leur disent on aimerait que vous réalisiez des portraits documentaires sur des habitants de cités. Et il se trouve que cette cité, c'est la cité Gagarine, qui est située à Ivry. Et la thématique, c'est le fait que cette barre d'immeubles, cet ensemble, il est amené à disparaître. Le travail qu'ils vont mener va s'étaler sur plusieurs années. C'est-à-dire que déjà, ils vont un peu montrer patte blanche quand ils vont commencer à avoir ce projet d'aller faire des portraits documentaires dans la cité. Parce que, on va pas se mentir, l'image qui est donnée de la cité d'Ivry, elle est pas bonne. Souvent, c'est des petites pastilles, des reportages dans le journal télévisé de 20h pour dire, voilà, il y a eu des voitures brûlées, il y a du trafic de drogue, il y a ça, il y a ça. Alors que ça résume pas du tout l'intégralité de la vie de cette barre d'immeubles. Et quand ils arrivent avec leur projet, comme ils disent, il a fallu qu'on explique un peu qui on était, ce qu'on voulait faire. Et il n'était pas question d'arriver, poser la caméra, tourner un truc vite fait avec les premières personnes rencontrées. Et ils ont commencé d'abord par participer aux animations faites par l'association des voisines sans frontières. Voilà. Donc ils ont commencé par voir un petit peu ce qu'elle faisait et comment elle dynamisait le quartier, comment elle faisait le lien entre les différents habitants, etc. Ils ont aussi proposé des ateliers vidéo pour tous les âges. Et ça leur a permis de rencontrer du coup les gens de la barre d'immeubles et en fait de discuter avec eux. Et du coup, avec ces ateliers, ils ont recueilli des témoignages et ils ont commencé du coup à construire autre chose qu'un documentaire. C'est-à-dire qu'ils se sont dit qu'il y avait vraiment matière à une fiction qui permettrait de regrouper toutes ces personnalités, tous ces gens qu'ils ont rencontrés. Et sachant que du coup, ils ont poursuivi après le court-métrage, puisque en 2020 est sorti le film qui s'appelle aussi Gagarine. Donc ils ont prolongé l'expérience avec eux, parce que le film a été tourné dans la barre d'immeuble avant sa destruction et pendant l'installation de tout ce qui allait contribuer à la faire sauter. Donc ils avaient négocié d'avoir une partie de la barre d'immeuble pour tourner certaines scènes. Enfin, le compte à rebours qui est lancé par la maman de Yuri au début du court-métrage, quand elle dit « tu sais, on n'a plus beaucoup de temps », en fait, eux, ils l'ont aussi vécu quand ils ont fait le film après, parce que ils avaient un temps donné, un temps limité pour faire leur film, puisque pour le coup, là, on finit dans le court-métrage sur une vision très poétique et belle de cette mise en lumière de la barre d'immeuble par Yuri, alors que pour le coup, dans le film, dans le long métrage, on finit vraiment avec la barre qui disparaît. Donc ça, c'est pour le projet. Ils avaient envie de mêler un ancrage très réaliste, très social, qu'on voit, et en même temps, quelque chose qui relève de la science-fiction pur sucre, quoi. On a plein de références comme ça à des films de science-fiction, que ce soit dans le son, dans les images, dans les plans. Vous avez vu comment on désaxe l'image comme ça. Hop. On s'envole en fait avec la cité, on s'envole avec Yuri. Déjà, moi, ce qui m'avait un peu cueilli quand même, je dois bien avouer que je n'avais pas idée que Yuri Gagarin, le vrai, il était venu inaugurer une barre d'immeuble, en fait. Je
trouve ça assez incroyable que le premier cosmonaute à avoir fait un vol spatial, etc., en 61, et ben en 63, il se retrouve dans une banlieue française à inaugurer un ensemble flambant neuf pour avoir la tête dans les étoiles, c'est ce qui est dit d'ailleurs à l'inauguration. Alors c'est une mairie communiste pendant longtemps, donc ceci explique cela, mais néanmoins ça paraît un peu surréaliste de faire venir comme ça quelqu'un qui allait dans l'espace pour inaugurer une barre d'immeuble, et en même temps ça colle bien au projet. En 63, cette barre d'immeuble, c'est la modernité, c'est l'espoir, c'est l'avenir, c'est un urbanisme chargé d'un idéal qui aujourd'hui qui s'est un peu craché en vol, quoi. Forcément, le temps a passé, mais ça n'a pas été réinvesti de la même manière que ça l'était à l'époque. Et ça, on le voit aussi, je trouve, dans le court-métrage. Et il y a l'idée, dans le projet des réalisateurs, justement de montrer cette part de rêve et d'espoir, de dire que la jeunesse qui habite ces tours encore maintenant, elle est pleine de rêves et d'espoir, comme l'étaient les enfants qu'on peut voir dans les images documentaires du début, en fait. Et après, voilà, on comprend le lien avec Yuri, le personnage, qui, à plein de moments, fait remarquer à sa mère, ah bah oui, mais écoute, il fallait pas m'appeler comme ça si t'avais pas envie que j'ai la tête dans les étoiles, quoi. Et pour autant, même s'il a la tête dans les étoiles, il est quand même très ancré dans la réalité, dans son quotidien. Il répare, il bricole, il propose plein de solutions, de petits trucs astuces pour essayer de faire vivre son vaisseau barre d'immeuble. Et pour le coup, il y a 2 personnages vraiment principaux dans ce court-métrage. Enfin, moi, je trouve, il y a Yuri et puis il y a la cité, en fait, qui est presque un personnage à part entière, dans le sens où elle s'anime, elle prend vie, enfin, elle vibre des espoirs et des attentes de Yuri, mais aussi de la multitude de ses habitants, de toutes ses fenêtres, de toutes les vies qu'il y a derrière chaque petite fenêtre de cette barre d'immeuble. Ce qui est sympa aussi, c'est de voir comment, avec peu d'effets, peu de moyens, il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux, hein. C'est tout des effets de lumière, de montage, comment on peut faire de la science-fiction, en fait. On peut faire de la science-fiction juste en reprenant des plans de science-fiction. Ça, typiquement, quand on laisse les images documentaires et qu'on va commencer à aller dans la cité, c'est des images que vous retrouvez dans plein de films de science-fiction. 2001, Odyssée de l'espace, Seul sur Mars, du plus ancien au plus moderne. Voilà, avec la musique, les couleurs, le rouge comme ça, au-delà de la tenue en fait. Vous voyez le plan comme ça, où on est désaxé avec une entrée dans le cadre, très lente. Et on revient après à des couleurs naturelles. Mais ça, voilà. Et on le retrouve aussi quand il répare, vous savez, les tuyaux chez la dame qui fait des paris sur les courses de chevaux. Bon, là, si vous avez suivi Thomas Pesquet dans l'espace... Ça devrait aller. La pression interne a été même rétablie. combat, hein. Le t-shirt bleu, filmé en plongée, vous avez des photos qui sont les mêmes, en fait. Là, un simple avion qui passe dans le ciel, ça peut devenir une fusée. Du coup, quand on est mis dans l'ambiance, tout devient un signe. Et la musique va nous refaire basculer. Hop. Et ça demande pas un fond vert, des écrans spéciaux de fou, hein. Et c'est hyper efficace. Avec des choses très très simples, hop, on crée une atmosphère qui renvoie au code de la science-fiction. Il y a les éléments de décor, bien sûr, hein, quand on est dans sa chambre. Il y a les planètes, le mobile avec les planètes, tout ça. Les livres. La chienne qui croise dans le couloir. Vous avez fait attention comment elle s'appelle, Laïka. Et la lumière violette qui fait un peu extraterrestre. Et quand il l'évite, Yuri, on a juste le plan sur ses pieds. On n'a pas besoin de plus. Brusque retour à la réalité avec la porte qui claque, qui est révélatrice de l'état d'esprit, on va dire, de l'habitante du logement en question, puisque elle, en fait, elle représente toute cette partie des habitants de l'immeuble qui, eux, par contre, en ont assez, en ont marre de la vétusté. La dame qui joue aux courses, elle signale bien, ils viennent plus nettoyer. Voilà.
On voit bien qu'Yuri est obligé de rafistoler les éclairages dans les parties communes. Donc, on va pas se mentir, hein, cette cité, elle est délabrée. Elle est délabrée parce qu'elle est vétuste, parce qu'elle est plus entretenue ou parce que vraiment elle est arrivée en fin de course. Parce que c'est une question, ça aussi. C'est est-ce qu'on la détruit parce que vraiment on peut plus rien en faire, ou est-ce qu'on la laisse atteindre un tel état de non-entretien que du coup, oui, la seule solution qui reste, c'est de la détruire. Voilà, il y a un peu les deux aspects. Donc voilà, elle représente un petit peu tous les gens qui en ont marre, qui veulent aller ailleurs. Voilà, elle signale ça aussi. Et là, dans une contrainte de temps, parce qu'ils avaient une contrainte de temps pour la réaliser, il ne fallait pas que ça fasse plus de 15 minutes, justement. Et dans ces 15 minutes, ils ont aussi montré ça. Ils ont montré la dame un peu plus âgée qui joue aux courses, la maman, Yuri, son groupe d'amis, la voisine un peu agressive, on va dire. Elle, on la revoit pas. La dame qui joue aux courses, on la revoit quand il fait la petite mise en lumière de la barre d'immeuble. Elle est en train de se sécher les cheveux et rideau. Plus d'électricité, plus rien. Encore cette truc qui marche pas. Et en fait, non, ça devient un moment très, très poétique, très chouette. Et ça, cette poésie, c'est ce qu'ils appellent le réalisme magique, les réalisateurs. Alors, le réalisme magique, c'est l'idée de montrer, de décaler son regard par rapport à un réel ou un quotidien qui peut être difficile. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les difficultés, mais c'est pas parce qu'on est ancré dans un réel vraiment très prosaïque, très brut même, qu'on peut pas du coup faire preuve d'imagination, faire un pas de côté, avoir des rêves, avoir des espoirs. On n'est pas obligé en gros de se résigner, de sombrer dans le tout va mal, la délinquance. Donc ça c'est quelque chose qu'ils ont puisé dans leur voyage, notamment en Amérique du Sud, cette idée d'arriver à faire un pas de côté. Voilà, poser un regard différent sur le quotidien, le prendre tel qu'il est, pas se voiler la face non plus, mais arriver à en faire quelque chose. Et cet élan qu'il peut y avoir, il voulait le montrer au travers d'un jeune adulte en devenir. Je trouve assez amusante la façon dont la maman, quand elle lui parle de la dame des HLM qui est venue pour le relogement, tout ça, elle lui dit il y a des propositions vraiment intéressantes pour les enfants majeurs. Et je trouve que c'est super comme dénomination, parce que c'est pas parce que tel jour, à telle heure, d'un coup on a 18 ans que, paf, ça y est, on est adulte, on est autonome, on est responsable, on peut tout assumer. Et c'est bien le problème pour Yuri. Il y a un rapport presque maternel avec sa vie dans la barre d'immeuble. Le fait qu'ils disent mais on n'est pas sûr, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Le fait que ça fasse des années qu'on en parle aussi de ce relogement et de la destruction, ça fait que c'est pas concret. On vous dit que quelque chose va arriver et puis le temps passe et puis rien n'arrive. Donc finalement, ça va peut-être pas se produire. Et Yuri, il y a ça. Il y a comment il va devenir adulte, prendre son élan, s'émanciper et devenir autonome, en fait. Voilà, se détacher de sa mère, se détacher de l'endroit qu'il connaît, où il a toujours vécu, où il a tous ses repères. Là, il va falloir s'envoler et quitter le nid. Je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité dans ce film. Il y a quelque chose de très doux, mais sans être pour autant mièvre ou nunuche ou condescendant. Voilà, il y a quelque chose de très doux dans le regard qui est porté sur ce personnage, sur ses aspirations. On est vraiment en empathie avec lui, je trouve. On est vraiment à fond dans son projet, presque limite, on se dit, allez, il va la faire décoller, sa partie meuble. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui fait que la scène finale, elle est extra, en fait. Les lumières comme ça sur la cité, voilà, on a envie de rêver avec lui, on a envie de décoller avec lui. Même si on sait qu'au bout du bout, non, la barre d'immeuble, elle va être rasée. Mais n'empêche qu'il y a un moment, je trouve, où on l'oublie, presque. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on est vraiment emporté avec lui. Ce regard sur la cité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux courts-métrages, hein. J'allais dire plus réalistes, c'est-à-dire avec ses mauvais côtés, avec ses côtés sombres, on va dire, mais aussi avec ses habitants du quotidien, de toute génération, parce qu'il y a souvent un côté multiculturel, mais il y a aussi un côté multi-âge. C'est-à-dire que souvent dans les cités, ça va vraiment du bébé aux personnes âgées.
qui n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve partout en fonction des quartiers, en fonction des... Quand il y a des habitats plus individuels ou suivant les zones géographiques, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve partout. Donc ça, c'est bien de le montrer. Et dans le long métrage, justement, il développe les personnages secondaires. On reprend très clairement des éléments du court métrage, mais on va pouvoir être sur un temps long qui va permettre comme ça d'avoir un déroulement qui sera pas le même. Enfin, pour le coup, c'est pas un copier-coller. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui sont présents dans le court-métrage qu'on va retrouver dans le long, mais c'est en même temps une autre histoire. Et on va pouvoir comme ça continuer à suivre Yuri, mais avec d'autres personnages. Et l'aspect compte à rebours, il va être vraiment encore plus prégnant dans le long-métrage, alors même qu'on a un temps plus long, parce que pour le coup, là, on sait qu'on va vers la destruction. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je peux vous dire que si vous avez envie d'aller voir des courts-métrages qui proposent un autre regard sur la banlieue, vous pouvez aller voir Guy Môquet. Il y a ce court-métrage-là qui est vraiment qui est très sympa à voir. Dans les longs-métrages, il y a Swagger d'Olivier Babinet. C'est à la fois fiction et documentaire puisqu'il a travaillé avec des jeunes collégiens. Et à partir de leurs témoignages et des ateliers qu'il a fait avec eux, il a construit comme ça des scènes... où il les filme soit en train de parler de leur quotidien, etc., soit il rejoue en fait des scènes dont ils lui ont parlé dans le collège à Aulnay. C'est festif, c'est joyeux, ça n'élude aucune question sur la mixité sociale. Il y a une petite fille à un moment qui a un regard très lucide qui dit « mais de la manière dont c'est construit, c'est pas fait pour que les gens y vivent bien ». Voilà, il y a vraiment de la mise en scène, c'est-à-dire que parfois on voit en gros plan un personnage et pendant qu'on écoute un autre parler alors qu'ils sont pas du tout au même endroit. Il y a vraiment un jeu sur les regards, sur comment on passe d'une scène à une autre. Mais ça dit quelque chose d'un groupe d'adolescents collégiens à Aulnay dans les années 2010, quoi.